Ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art. Ce n'est pas un guide. Ce sont des confidences. Des mots laissés sur un banc de musée par un homme un peu à côté qui regarde les tableaux comme on regarde des souvenirs. Bienvenue dans Confidences muséales, un podcast de Fabrice Roy. Des récits sensibles, un peu de travers, où chaque mot cherche la lumière. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Alors, laissez vos paupières tranquilles, et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin, mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je ne sais pas s'il existe des achats moins réfléchis que ceux que l'on fait sur les quais. On s'arrête pour regarder et on repart avec un truc qui va nous accompagner des années. On ne décide rien, ce sont les objets qui nous adoptent. Moi, cette fois-là, j'étais parti pour une balade en bord de Seine, sans aucune ambition. Et voilà que, dans la boîte marron d'un bouquiniste, accroché au parapet, j'avise un rouleau penché de travers. Une petite étiquette pendouillette à côté. Giuseppe De Nittis, Colazione in Giardino, et l'année 1884. J'ai pensé, un petit déjeuner, tiens, ça tombe bien. Parce que, il faut vous dire, depuis quelque temps, je me suis lancé dans une collection très précise, assez idiote et par conséquent absolument indispensable, les tableaux qui représentent des repas au XIXe siècle. Une façon de rassembler tous les matins que je n'ai pas su vivre peut-être. J'ai acheté le rouleau sans négocier, ce qui a beaucoup surpris le bouquiniste. Giuseppe De Nittis est né en 1846 en Italie, à Barletta, là où les façades retiennent la lumière. Il a été renvoyé très tôt de l'Académie de Naples, officiellement pour indiscipline, officieusement parce qu'il avait un style trop personnel pour entrer dans les cases. Il peint l'Italie, puis il rejoint Paris et d'un coup tout s'éclaire. Il devient l'ami de Manet, de Degas, de Caillebotte. Il participe avec une discrétion élégante à la première exposition impressionniste en 1874. Il peint la modernité, les trottoirs mouillés, les robes qui frôlent le pavé, les intérieurs bourgeois, les jardins tièdes. Je suis rentré chez moi, j'ai déroulé le papier sur la table, doucement, presque avec déférence. Pissarro, mon chien philosophe, s'est allongé en sphinx devant moi, les yeux mi-clos comme un vieux maître zen méditant sur l'impermanence des miettes. C'était une très belle affiche. Le tableau s'est étalé lentement comme un matin d'été que l'on aurait gardé intact dans du sucre glace. Tout se tient sous un arbre immense. La lumière glisse entre les feuilles, pointe sur une table, vient s'y coucher avec prudence, rebondit sur la porcelaine, s'étire sur les assiettes. Rien ne crie, tout chuchote. Il y a aussi cette nappe blanche, légèrement froissée, un blanc qui est celui des maisons de famille, un blanc qui a entendu du bruit, des rires et des secrets. À droite, une jeune femme est assise avec une retenue discrète, une posture tout en patience. Elle a quelque chose d'une conteuse silencieuse, de celles qui n'ont pas besoin de parler pour que l'on comprenne qu'elles ont compris. Avec un naturel désarmant, elle remue son café, tasse dans l'assiette, comme si c'était la coutume locale, comme si toute tentative de s'en étonner serait une faute de goût. Il y a là un subtil mélange de grâce et de pragmatisme. Au centre, un garçon d'une douzaine d'années se penche comme happé par quelque chose au niveau du sol. Ce n'est pas un mouvement brusque, c'est un glissement, une curiosité qui n'a pas encore appris à se cacher. Il observe des canards qui, presque posés comme des invités tardifs, sont juste à la lisière de l'ombre. Ils avancent, ils hésitent, ils s'arrêtent. On les entendrait presque faire un coin-coin discret de la politesse avicole. Plus loin, il y a une oie dans la lumière du fond. Sur le verre du jardin, elle bouge doucement comme si le soleil la tirait par les ailes. Mes yeux se posent sur la table. J'y vois quelque chose de profondément intime et pourtant légèrement dérangé, comme si la réalité avait glissé d'un degré sur le côté pour devenir plus vraie qu'elle ne l'était au départ. Cela se joue d'abord dans le premier plan, un petit théâtre silencieux où les objets s'organisent non pas pour être vus, mais parce qu'ils ont été surpris en pleine conversation. Juste devant nous, une assiette est posée avec une désinvolture calculée. Elle n'attire pas l'attention, mais elle porte pourtant le cœur de l'instant. Dans l'assiette, presque en équilibre tendre, repose une tasse, retournée ou à moitié vide, peu importe.
ce qui, loin de sembler incongru, donne l'impression d'une habitude familiale, peut-être une coutume domestique héritée de Barletta, ou une façon bien française de dire « on prendra le café comme il vient, le reste attendra ». À côté, on trouve un verre vide et près de lui repose un morceau de brioche, un fragment résistant du plaisir, celui que l'on garde pour la fin ou que l'on oublie parce qu'un événement plus intéressant vient de se produire. Ensuite, il y a une serviette, sans cérémonie, n'est pas roulée, pas pliée, pas apprêtée, une serviette qui a vécu, une serviette qui dit « quelqu'un était assis là, quelqu'un qui vivait ce matin ». Et ce quelqu'un, on le devine soudain, eh bien c'est le peintre lui-même, car juste devant la table, dans un geste presque théâtral, la chaise est écartée, tirée franchement en arrière comme si quelqu'un s'était levé avec une urgence douce, celle d'un homme qui, voyant sa femme et son enfant pris dans un moment de grâce involontaire, n'a pas voulu laisser la lumière s'enfuir. La scène devient alors claire. Giuseppe de Nitti s'était assis là, il prenait son petit déjeuner, il avait devant lui Léontine, sa femme, et Jacques, leur fils, et soudain, à peine un battement de cils, il a vu quelque chose qui demandait un pinceau, quelque chose que les mots ne pouvaient pas tenir. Giuseppe s'est levé. Il a laissé la serviette en boule, le verre vide, l'assiette et la tasse dans leur désordre tendre. Il a laissé la chaise ouverte comme une parenthèse. Il a saisi son matériel, probablement tout prêt, car ce genre de lumière ne vous attend pas. Et il a commencé. Et voilà pourquoi le tableau respire si puissamment. Il n'est pas inventé, il est juste surpris. Léontine n'a sans doute pas remarqué que son mari a quitté la table. Elle est entièrement prise par le secret cancanant que leur fils observe. Et alors qu'on regarde cette scène, qui se trouble de la respiration du peintre, impossible de ne pas penser que Giuseppe va mourir à 38 ans, l'année même où il peint ce tableau. On pourrait y voir une tragédie. Moi, j'y vois au contraire un matin intact, un moment tellement vivant qu'il dépasse la vie. Alors, je me suis dit que si un tableau peut contenir un matin entier, alors peut-être rien n'est vraiment perdu. Carnet de la cuisine, écriture de Lucie sur une page un peu froissée, dimanche 19h23. Papa, j'ai vu ton affiche déroulée sur la table, elle est jolie. Moi, j'ai aimé la chaise tirée. On dirait vraiment que le peintre s'est levé pour aller chercher quelque chose, peut-être une autre lumière, peut-être juste un peu de silence. Je crois que tu lui ressembles. Tu te lèves de la table, mais tu reviens toujours, et tu fais attention à la lumière. Lucie. Post-scriptum. Demain, si tu veux, on peut prendre le petit déjeuner ensemble. Je tirerai moi aussi ma chaise en arrière pour faire comme dans la peinture. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.